Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon, membre de la NUPES. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la plus jeune députée du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours personnel et politique ? Alors moi, j'ai un parcours, je pense, qui est à l'image d'une partie de la génération climat aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis engagée en politique à la fin de mes études, à l'heure où un ministre démissionnait en disant que les petits pas, ça ne suffisait pas. Moi, j'avais le sentiment d'être au maximum de mes petits pas individuels. Donc, je suis arrivée à Lyon pour travailler pour Handicap International sur un projet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes en situation de handicap. Et c'est à ce moment-là que j'ai tapé à la porte d'ELV en me disant « Bon, je veux de l'engagement collectif, là, ça suffit plus, il faut agir. » Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis investie dans plusieurs campagnes. Je ne devais pas rester à Lyon. Et il y a eu l'extraordinaire campagne des élections municipales de 2020 qui a fait que les écologistes ont pris la ville de Lyon avec vraiment de la sociocratie, des élections sans candidat, la validation des points de programme en assemblée générale à 200 personnes. Enfin, vraiment une pratique de la politique un peu différente qui, moi, m'a beaucoup parlé et m'a donné envie de m'engager plus. Donc finalement, je suis restée à Lyon. Je suis devenue collaboratrice d'élus. Donc j'ai accompagné les élus du groupe de Lyon, du groupe de la ville de Lyon écologiste. Et jusqu'à aujourd'hui avoir la confiance du collectif local pour être candidate aux élections législatives et puis jusqu'à gagner ces élections législatives en faisant le constat qu'on manquait de jeunes, on manquait de femmes et que finalement je connaissais bien mon territoire et j'avais un message à porter dans cette assemblée. Alors comment concevez-vous votre action en tant que députée ? Vous avez dit que vous aviez toujours en tête les personnes les plus vulnérables. C'est ça. C'est cette vision de se dire comment est-ce qu'on pense l'action publique et les politiques publiques en ayant toujours en tête les personnes les plus vulnérables, parce que si on élève la personne qui est tout en bas de l'échelle, finalement, on est mathématiquement quasiment sûr d'élever toutes les personnes qui sont au-dessus. Et ça, je pense que c'est une attention qu'on doit avoir dans toutes les politiques qu'on mène. Par exemple, si moi je prends, on va dire, mon cœur de métier qui sont les violences sexistes et sexuelles, je vais penser à... Je vais pas faire une loi pour toutes les femmes... de manière générique, c'est une grande boîte un peu floue, mais je vais avoir en tête, ok, dans cette loi, comment est-ce que je vais prendre aussi en compte la situation spécifique des femmes en situation de handicap ou d'une femme réfugiée. Et si je pense toutes ces possibilités-là, finalement, c'est toutes les autres femmes que je vais élever par l'action publique. Alors j'aimerais justement, Marie-Charlotte Garin, qu'on évoque la situation des élèves en situation de handicap, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien. De nombreux parents sont désemparés depuis la rentrée parce qu'ils n'ont pas d'AESH pour leurs enfants. J'imagine que vous êtes interpellé par des parents dans votre circonscription à Lyon. Qu'en est-il de l'école inclusive aujourd'hui en France ? Nous sommes interpellés et nous avons interpellé le ministre aussi pour signaler la situation catastrophique à laquelle font face les parents, mais pas seulement les parents. Il faut avoir en tête que quand on a des problèmes de prise en charge des élèves en situation de handicap, ça a un impact sur les équipes éducatives, sur le personnel, sur les camarades et sur les enfants eux-mêmes. Donc c'est tout ça qui est problématique. Quand on parle d'école inclusive, on doit absolument avoir en tête le fait que ce que demandent les personnes en situation de handicap et les associations, c'est que justement on intègre les personnes en situation de handicap dans la société. On parle de déségrégation. Et c'est là ce sujet. Les enfants, ils doivent pouvoir aller à l'école dans toutes les écoles de France et être bien accueillis, être bien reçus et être bien pris en charge. Finalement, si les élèves en situation de handicap ne sont pas bien accueillis à l'école, il y a peu de chances qu'ils trouvent aussi du travail. Absolument. Et quand on parle de handicap, on parle bien... Les enfants en situation de handicap, ils sont en situation de handicap. On parle d'être en situation de handicap parce que ça veut dire que leur environnement n'est pas adapté à leur spécificité. On ne dit plus aujourd'hui des enfants handicapés, on dit en situation de handicap. Ça a un sens politique pour vous ? Ça a un sens politique et au-delà de ça, ça a un sens presque technique. C'est bien de dire le handicap est lié à l'environnement. Si notre société était adaptée, par exemple, pour les personnes en situation de déficience visuelle, eh bien, les personnes en situation de déficience visuelle ne seraient pas en situation de handicap. Ce seraient simplement des personnes en situation de déficience visuelle, mais qui pourraient vivre, comme vous et moi, dans notre société sans aucune barrière.
Alors j'aimerais parler du budget que vous allez être amené à voter, Marie-Charlotte Garin, à moins que le gouvernement ne brandisse le 49.3. Il y a une forte augmentation des budgets pour les transitions écologiques et énergétiques. Ces ministères disposent de 59,6 milliards d'euros dans le projet de loi de finances 2023. C'est une augmentation globale de 15% par rapport à 2022. Est-ce que la transition énergétique a commencé en 2022 en France ? Alors la Haute Autorité environnementale avait indiqué que la transition écologique n'avait pas été amorcée en France en 2019 déjà. Donc si en 2022, après l'été caniculaire que nous avons vécu, il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement, c'est une excellente nouvelle. Moi je rappelle que la question du réchauffement climatique et de la crise de la biodiversité, c'est pas un sujet paillette. Donc moi je suis ravie si demain le gouvernement montre qu'il a pris conscience de l'urgence climatique. Ça, ce sera une excellente nouvelle. Les Français ont totalement pris conscience de l'urgence cet été. Il y a eu un moment clé, vous pensez, cet été, avec les canicules qu'on a subies ? Nous sommes retournés sur les marchés au contact des Français et des Françaises à la rentrée. Et effectivement, on voyait que partout où ils sont allés en France, il y avait cette prise de conscience. C'est là. C'est là et on le ressent dans notre chair. Alors, l'association Négawatt a annoncé que pour réduire la consommation d'énergie de 10% de 2024, il fallait prendre un certain nombre de mesures, notamment, par exemple, l'arrêt des panneaux publicitaires. J'ai découvert qu'il y en avait 55 000 au total sur toute la France. Ça, c'est une décision qui peut être prise très rapidement. Très rapidement. La ministre Runacher a dit qu'elle avait simplement appuyé sur le bouton. Donc j'ai envie de dire, chiche, on appuie sur le bouton, puisque c'est une mesure simple, c'est une mesure efficace. Et finalement, les panneaux publicitaires sont un peu une aberration et en décalage avec les enjeux de notre temps aujourd'hui. Alors j'ai vu que le magazine Philosophie avait fait sa une pour le prochain numéro sur la sobriété. Aujourd'hui, les Français doivent s'approprier cette question de la sobriété. Ça n'est pas de la décroissance. Je pense qu'on peut jouer sur les mots et chercher en tout cas la formule qui fera le plus polémique et qui finalement nous plongera le plus dans l'inaction. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de tergiverser. Et si, quand on a une convention citoyenne pour le climat, avec des citoyens venus de tout horizon qui sont en capacité de se mettre d'accord sur l'urgence d'une sobriété, c'est bien la preuve que les Français et les Françaises sont en mesure de comprendre qu'on peut agir et qu'on doit agir collectivement, mais attention, sans demander de manière disproportionnée aux personnes qui sont déjà les plus impactées. On revient à ce que disaient les Gilets jaunes, quoi. C'est les petits payent petits et les gros payent gros. Alors justement, Marie-Charlotte Garin, vous avez dit que vous aviez en tête les personnes les plus vulnérables. Et pour faire face à la crise énergétique, le gouvernement nous invite à la sobriété, moins d'électricité, moins de gaz. Est-ce qu'il est socialement juste d'inviter chacun à baisser la température à 19 degrés quand on vit, par exemple, dans une passoire thermique ? Mais je pense que les personnes les plus précaires, donc on a 12 millions quand même de Français et de Françaises qui vivent dans des passoires thermiques, elles n'ont pas attendu l'injonction du gouvernement pour baisser le thermomètre, puisque le thermomètre est cassé. Donc, il faut bien demander aux personnes qui polluent le plus, aux personnes qui, de toute façon, financièrement, moi, si je suis une personne qui a beaucoup de moyens, et que j'ai, on va dire, pas de conscience écologique, mon thermomètre, je vais pas le baisser, parce qu'on me le demande gentiment, puisque moi, la facture, je m'en fiche si elle augmente ou si elle baisse. Donc ça va être ça l'enjeu, c'est d'aller demander aux personnes qui n'ont aucun intérêt à baisser cette facture, de baisser la leur pour que les personnes les plus précaires n'aient pas à le faire, puisque c'est déjà le cas. Je reviens sur la question de la sobriété, Marie-Charlotte Garin. Les écologistes parlent souvent d'éco-anxiété chez les jeunes, notamment les psychologues en parlent désormais, c'est admis. Et en même temps, chez les personnes les plus âgées, qui ont l'habitude d'un certain mode de vie, il y a une anxiété qui vient des injonctions liées au changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qu'on qualifie parfois de boomers, qui s'inquiètent de voir finalement leur mode de vie régresser ? Mais je leur dis que je les comprends. Mais moi, la nature et la source de mon engagement, c'est cette éco-anxiété. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ce changement, qui peut nous faire peur, il peut être source en fait d'un retour à l'essentiel et d'un retour à un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus en accord avec notre temps. Et il faut bien avoir en tête à nouveau que si, quand on informe les Français et les Françaises des enjeux, comme ça a été fait pour la Convention citoyenne sur le climat, ils peuvent comprendre la mesure de l'urgence, on peut le faire. Moi j'ai confiance en la génération du dessus et les générations du dessus pour se dire on peut y aller et on peut changer les choses
et tout ira bien. Alors j'ai lu dans Le Monde un article titré ainsi « À Lyon, les écologistes manient pédagogie et contraintes pour faire reculer la voiture ». C'est ça la méthode? Il faut être incitatif, il faut faire de la pédagogie, mais tout de même faire attention à ne pas brusquer les Français qui doivent changer d'habitude? Je pense qu'à prendre la mesure de l'urgence et se dire qu'on doit arrêter d'appuyer sur l'accélérateur alors qu'on fonce droit dans le mur, clairement. Mais on doit expliquer aux gens, on doit faire de la pédagogie, et la pédagogie est souvent affaire de répétition. Et on le voit à Lyon, par exemple, les gens comprennent. Quand on explique que une rue aux enfants avec moins de voitures, ça protège les plus jeunes pour les générations à venir, c'est moins de morts, de la pollution, etc. En fait, les gens le comprennent. Il faut juste lâcher un petit peu des prérequis idéologiques pour se dire on peut aller dans la bonne direction collectivement. Marie-Charlotte Garin, qu'est-ce que vous allez demander à la Première ministre pour accélérer la transition écologique? Quelles sont les mesures réclamées par les écologistes, puisque vous allez beaucoup plus loin que ce que propose le gouvernement? La mesure phare de court terme, on va dire, c'est bien évidemment l'investissement massif sur la rénovation thermique. Donc nous, on parle de rénover 700 000 logements, parce que là, c'est vraiment la mesure type de comment est-ce qu'on allie justice sociale et justice climatique. Puisqu'on l'a dit, les passoires thermiques, c'est les plus précaires qui vivent dedans. On n'a pas anticipé, on l'a vu cet été, les épisodes de forte chaleur et de canicule. On sait très bien que demain, on va avoir froid cet hiver, et l'été d'après, on aura trop chaud. Donc ça, c'est la mesure facile. Justice sociale, justice écologique, bam, c'est fait, mais ça s'anticipe. Ce qui nous amène à une autre mesure un peu plus structurante, c'est que quand on parle de bifurcation écologique, nous, on parle bien de mettre 200 milliards sur la table et de penser par structure, par filière, une restructuration de tout ça pour pouvoir absorber en fait cette grande transition qu'on veut engager. Si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le gouvernement a un défaut d'anticipation en termes de transition écologique, on va aller droit dans le mur. Il n'a pas anticipé et finalement c'est la canicule qui a accéléré le processus. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore parler d'accélération, mais cette canicule, on savait qu'elle arrivait. Rien n'a été préparé. Les personnes âgées ont eu trop chaud dans les EHPAD, les enfants ont eu trop chaud dans les crèches et on ne l'avait pas anticipé. Donc c'est bien qu'on ne mesure pas encore l'urgence. Alors Marie-Charlotte Garin, vous proposez un bouclier mobilité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de repenser nos mobilités de manière globale en articulant le routier, le ferroviaire. Donc si on augmente l'offre ferroviaire par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rouvre les lignes qui ne sont pas utilisées, qui sont sous-utilisées pour que sur tout le territoire, et pas que dans les territoires urbains, parce que ça c'est un sujet, des inégalités territoriales en termes de mobilité, on va augmenter la capacité des gens à se déplacer en train plutôt qu'en voiture. On va relancer les trains de nuit. Donc très concrètement, ça veut dire que demain, si je veux aller de Marseille à Berlin, plutôt que de prendre l'avion, je vais pouvoir prendre un train de nuit qui ne me coûtera pas forcément le triple du prix de l'aller-retour en avion. Ça veut dire lancer un grand moratoire sur les grands projets routiers et aussi sur les grands projets inutiles pour se dire, OK, de quoi on a besoin, où est-ce qu'on met l'argent et où est-ce qu'on investit vraiment. Et enfin, ça peut être tout simplement de faciliter l'accès à la mobilité durable. Donc on baisse par exemple la TVA sur les transports en commun ou, comme ça a été fait à la métropole de Lyon avec la majorité de gauche et écologiste, on investit et on augmente la tarification sociale pour que les personnes les plus précaires puissent se déplacer en polluant moins. Mais ce qui est compliqué finalement aussi, Marie-Charlotte Garin, c'est que les prérogatives dépendent finalement de l'échelon territorial. Vous avez l'État, vous avez la région, vous avez les métropoles. Par exemple, vous, à Lyon, vous êtes un peu dépendant aussi du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas du tout de votre sensibilité politique. Comment faire pour que du président de la République au président de la région, au président de la métropole, on s'accorde sur les transports? J'imagine que dans votre région, il y a des petites lignes que vous aimeriez rouvrir ou bien rendre les trains plus fréquents, mais est-ce que vous avez les moyens d'agir? Le président Wauquiez a complètement fait sécession sur la crise climatique. Il ne prend pas la mesure de l'urgence et quelque part, j'ai envie de dire qu'on l'a perdu. Mais nous, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, c'est-à-dire que tous les leviers qu'on a au niveau local, on les utilisera et toute la responsabilité qu'on peut attendre de l'État, on la mobilisera aussi. Donc, c'est quand même les limites de la décentralisation. Oui, mais d'où l'importance de faire changer en fait les opinions de manière globale pour pouvoir emporter les plus réfractaires qui, face à la mobilisation citoyenne, se diront « Ok, je n'ai plus le choix, je suis obligé de répondre à ces attentes qui sont des enjeux de société fondamentaux ». Alors, une question sur les violences sexistes.
il y a une actualité qui touche aussi votre parti politique. Que fait Europe Écologie Les Verts pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Est-ce qu'il faut créer une instance nouvelle, comme l'a proposé la sénatrice Laurence Rossignol? Je rappellerai que les écologistes se sont saisis de cette question avant tout le monde, puisque l'affaire Baupin, c'était en 2016 et c'était avant le MeToo politique. Donc nous, la secousse politique de la libération de l'écoute, plutôt j'ai envie de parler de libération de l'écoute plutôt que de libération de la parole, ça a été avant tout le monde. Donc forcément, on s'y est mis avant tout le monde, et donc nous avions mis en place une cellule d'écoute puis d'enquête en charge justement de pouvoir recueillir des signalements, d'enquêter et de rendre un avis au parti. Première mesure. Cette cellule, elle est, comme tout dispositif humain probablement imparfaite, elle est gérée par des bénévoles, et moi je veux saluer le travail d'écoute qui est fait par les bénévoles, parce que c'est extrêmement dur de parler, mais c'est extrêmement dur d'accueillir cette parole. Et pour avoir travaillé sur le sujet, moi quand j'étais chez Handicap International, je sais qu'il y a des histoires avec lesquelles on s'endort le soir et qui nous travaillent et qui nous suivent pendant de nombreux mois. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, chez les écologistes, on va mettre en place de la formation pour la prévention et la détection des violences sexistes et sexuelles à tous les échelons du parti. C'est-à-dire que vous soyez responsable de groupe local dans le 7e arrondissement, je prends l'exemple de là où j'habite, ou que vous soyez cadre du parti, tout le monde sera formé à la détection et à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors finalement, on parle des partis politiques, mais on ne parle pas beaucoup des entreprises. Il faudrait aussi qu'il y ait davantage de formation sur ces sujets dans les entreprises, notamment dans les PME. Et vous dites qu'on parle beaucoup de partis politiques, mais attention, on parle des partis politiques de gauche, c'est-à-dire là où la parole peut être entendue. Il faut s'inquiéter de la situation dans les partis où on n'entend rien et où c'est silence radio. Et moi, je pense à toutes les femmes et les consoeurs politiques, même du parti le plus éloigné possible de mes convictions, et je pense à la souffrance et au silence dans lequel elles doivent être quand elles sont confrontées à des cas de violences sexistes et sexuelles. Pour les entreprises, en fait, les violences sexistes et sexuelles, elles sont partout dans la société. Donc on va les retrouver dans tous les milieux. Et c'est pour ça que nous, on demande au gouvernement, avec les associations, de mettre le milliard sur la table et de enfin mettre des moyens qui sont à la hauteur de la crise culturelle que représentent les violences faites aux femmes. Pour terminer, Marie-Charlotte Garin, quel est votre regard sur le combat des femmes en Iran, des femmes qui refusent qu'on leur impose un code vestimentaire? Une jeune femme a trouvé la mort à la suite de son arrestation par la police des mœurs, et puis on a vu ces images de femmes cheveux libres, et certaines ont trouvé la mort ces derniers jours lors de manifestations. Moi, je salue le courage infini de ces femmes, et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'à travers le globe, la révolution des femmes, c'est une révolution du choix. Et tout ce qu'on demande, que ce soit d'ici à l'autre bout de la planète, c'est d'avoir le choix et d'être libre. Et évidemment, je ne peux que m'associer dans ces vœux de liberté et dans les combats qu'elle porte avec beaucoup de courage. Et c'est extrêmement émouvant, je pense, pour nous, féministes, à travers le monde, que de voir ces combats et la violence à laquelle elles font face, et à quel point, en fait, elles restent debout, libres, fières. Et c'est aussi une fierté qu'on partage de se dire qu'elles peuvent se mobiliser et que finalement, c'est la révolution qu'elles ont en héritage, ces femmes. Merci Marie-Charlotte Garin. Je rappelle que vous êtes députée écologiste de Lyon et membre de la NUPES. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.